Nous allons maintenant parler des médicaments qui ont été approuvés dans le traitement de la maladie cardiaque en Europe. Ceci inclut les diurétiques de l'anse, tels que le furosémide, les agents inotropes, tels que le pibobendane, les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, tels que les IECA, y compris le bénazéprile, l'énalapril, le ramipril et l'imidapril, et les antagonistes de l'aldostérone, tels que la spironolactone. Si les bêta-bloquants peuvent avoir une réelle utilité, aucun de ces médicaments n'a été approuvé pour une utilisation chez les animaux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Enfin, les vasodilatateurs, y compris les IECA, qui sont des vasodilatateurs mixtes, et l'inodilatateurs, qu'est le pibobendane, peuvent se révéler utiles. Étudions en détail les mécanismes d'action de ces médicaments. Les diurétiques de l'anse sont les agents diurétiques les plus importants, et ceux que nous utilisons le plus souvent. Le principal est le furosémide et, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, celui-ci fonctionne sur la branche ascendante de l'anse de Henle. Pour ce faire, il inhibe un cotransporteur de sodium et de chlorure, de telle sorte que le sodium est maintenu dans la lumière du néphron, entraînant avec lui de l'eau. Le résultat est un effet diurétique important. Le système rénine-angiotensine-aldostérone est très important dans la pathogénèse de l'insuffisance cardiaque congestive et je souhaiterais l'étudier brièvement avec vous. Ce système est relativement délétère chez les patients qui présentent une baisse du débit cardiaque avec activation chronique du système rénine-angiotensine-aldostérone. Les facteurs spécifiques qui activent le système rénine-angiotensine-aldostérone sont une baisse de la tension artérielle, une réduction du débit sanguin rénal, l'activation du système nerveux sympathique, une baisse de l'apport en sodium. L'aspect le plus important de cette discussion est qu'une baisse du débit cardiaque ou l'état d'insuffisance cardiaque sont tous à l'origine d'une libération de rénine par le rein. Celle-ci convertit l'angiotensinogène en angiotensine 1, puis, grâce à l'enzyme de conversion de l'angiotensine, l'angiotensine 1 est convertie en angiotensine 2. Cela stimule la glande surrénale afin de lui faire produire l'aldostérone, qui est souvent utile à court terme, mais extrêmement nocive lorsqu'elle est activée de façon chronique. L'aldostérone, quant à elle, est à l'origine d'un dysfonctionnement des barorécepteurs, d'un remodelage pathologique du cœur, des reins et des vaisseaux sanguins, d'une rétention hydrosodée qui induit des signes de congestion et d'une perte de potassium, l'hypokaliémie, conduisant à des arythmies et à une faiblesse musculaire. Outre ces différents effets, l'angiotensine 2, qui active l'aldostérone, est une hormone puissante qui provoque un remodelage pathologique, la mort cellulaire par apoptose, un remplacement par des tissus fibreux, et qui cause également une puissante vasoconstriction. Il s'agit clairement d'un problème chez l'homme ou chez l'animal présentant une baisse du débit cardiaque. Nous pouvons bloquer ces phénomènes en utilisant les IECA, comme vous le voyez ici, qui bloquent les effets de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et ainsi réduisent la production d'angiotensine 2 et d'aldostérone. En second lieu, les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone peuvent avoir un effet spécifique sur les organes endommagés par l'aldostérone, à savoir les reins, le cœur et les vaisseaux sanguins, comme je l'ai mentionné. Les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone, tels que la spironolactone, ont, ces dernières années, connu une utilisation massive dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque en raison de ce bénéfice. Les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone incluent la spironolactone et l'éplérénone. L'un d'entre eux a récemment reçu une autorisation pour être utilisé en Europe. Il s'agit de la spironolactone qui répond au nom commercial de Trilactone. Il s'agit d'antagonistes du récepteur des minéralocorticoïdes ou d'antagonistes des récepteurs de l'aldostérone. Et comme mentionné précédemment, ces récepteurs sont présents dans le cœur, les vaisseaux sanguins et les reins. En prenant la place de l'aldostérone sur ces récepteurs, les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone préviennent les effets délétères du remodelage. Ils réduisent la rétention d'eau et minimisent le dysfonctionnement des barorécepteurs.
Le groupe de médicaments dont je souhaiterais vous parler maintenant concerne les agents inotropes. Le pimobendan est le plus récent et le plus puissant. Ce médicament fonctionne de façon unique, c'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter la quantité de calcium intracellulaire pour atteindre son objectif qui consiste à augmenter la contractilité, il augmente la sensibilité à la molécule de troponine du calcium qui se trouve déjà dans la cellule. Ensuite, lorsque le calcium se fixe à cette molécule de troponine, il change de structure de telle sorte qu'il permet l'interaction des ponts d'accrochage d'actine et de myosine et permet ainsi le raccourcissement des molécules d'actine-myosine, générant la contraction. Plus la quantité de calcium présente est importante, soit en augmentant les concentrations de calcium, soit en augmentant la sensibilité au calcium, plus cet effet est renforcé. Ainsi, l'augmentation de la sensibilité au calcium se traduit par une contractilité accrue, mais dans la mesure où il n'augmente pas la quantité de calcium dans la cellule, son potentiel arythmogène est moindre et il ne provoque pas non plus d'augmentation considérable de l'utilisation de l'oxygène, du myocarde, particularité toutes deux bénéfiques. Le pimobendan est également un vasodilatateur, ce dont nous reparlerons davantage par la suite. L'activité inhibitrice de la phosphodiestérase de ce médicament entraîne une vasodilatation mixte, ce qui signifie qu'elle provoque une dilatation à la fois artérielle et veineuse. Elle s'est révélée avoir des effets bénéfiques sur la fonction diastolique et, s'agissant d'un puissant agent inotrope positif, améliore la fonction systolique. Différent de la plupart des agents inotropes, il réduit en fait la consommation d'oxygène du myocarde et présente l'avantage supplémentaire de diminuer les taux de cytokines, tels que le facteur de nécrose tumorale alpha qui joue un rôle dans l'aggravation des signes de l'insuffisance cardiaque. L'autre inotrope positif dont j'aimerais vous parler est la digoxine. La digoxine est un dérivé de la digitale pourpre. Aucune étude n'a apporté la preuve de son efficacité chez cette espèce. Ce médicament fonctionne différemment du pimobendan, en ceci qu'il inhibe la pompe à sodium-potassium dans les myocytes cardiaques. Ce faisant, il augmente l'échange intracellulaire du sodium avec le calcium, produisant ainsi un effet inotrope positif par le biais d'une augmentation du calcium intracellulaire. Il s'avère que son effet est faible par rapport aux inotropes positifs plus récents. La digoxine présente un autre avantage, à savoir qu'elle normalise les barorécepteurs. Dans l'insuffisance cardiaque, le fonctionnement des barorécepteurs est diminué. La digoxine resensibilise ces barorécepteurs à la tension artérielle, puis le tonus vagal accru est accompagné d'une réduction de la décharge sympathique, ralentissant du même coup la fréquence cardiaque, ce qui est une caractéristique souhaitable dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Je me dois de mentionner que nous avons désormais un autre moyen de normaliser la fonction des barorécepteurs et qui consiste à affaiblir le système rénine-angiotensine-aldostérone, cette anomalie se produisant lorsque l'aldostérone touche les barorécepteurs. Nous pouvons donc bloquer ce système avec de la digoxine, mais également avec des IECA et de la spironolactone. L'un des inconvénients de la digoxine est qu'elle est arythmogène, car elle augmente le calcium intracellulaire. Elle possède également une marge thérapeutique étroite, le bénéfice thérapeutique étant suivi de très près par les effets secondaires toxiques lorsque la posologie augmente. L'usage de ce médicament est, dans l'ensemble, tombé en désuétude, à l'exception de son bénéfice chez le chien qui présente une fibrillation atriale et une maladie cardiaque, car elle ralentit la conduction à travers le nœud auriculo-ventriculaire. De plus, la digoxine peut être utilisée lorsque l'utilisation de l'inotrope plus puissant, le pimobendan, est trop onéreuse.